Bonsoir, bienvenue à tous. Tout de suite les titres de ce jeudi. Faut-il craindre le pire dans la péninsule coréenne? Alors que la tension monte chaque jour un peu plus entre Washington et Pyongyang, la Corée du Sud s'inquiète de possibles répercussions. Le scandale de corruption Petrobras n'en finit plus d'éclabousser l'exécutif au Brésil. Plusieurs ministres et des dizaines de parlementaires sont visés par une enquête judiciaire. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons à la Philharmonie de Paris où se tient en ce moment l'exposition Jamaïca qui met évidemment à l'honneur le reggae. De menaces verbales en provocation, la tension est à son comble entre les États-Unis et la Corée du Nord. Alors qu'un porte-avions américain fait route vers les côtes coréennes, en Corée du Sud, l'inquiétude grandit, d'autant qu'on lieu en ce moment des manœuvres militaires dans la péninsule. État des lieux avec Hélène Hoffman. C'est ce qu'on appelle une inauguration en grande pompe. Devant les médias étrangers, le dirigeant nord-coréen célèbre l'avènement à Pyongyang d'un luxueux complexe de 5000 logements. Alors que 41% de ses compatriotes ne mangent pas à leur faim, Kim Jong-un veut ainsi montrer que son pays est entré dans l'ère de la modernité et aussi adoucir son image dans un contexte de regain de tension entre Pyongyang et Washington. Un porte-avions américain et 6 destroyers ont mis le cap sur la péninsule coréenne. Telle est la réponse de Trump au dernier essai de tir de missile de la Corée du Nord. Le premier problème, c'est qu'à Pyongyang comme à Washington, nous avons affaire à des dirigeants qui misent beaucoup sur ce que l'on appelle la politique symbolique. Le deuxième problème, c'est que Kim Jong-un, en Corée du Nord, se sent vraiment menacé. Alors des deux côtés, le ton monte. Trump a menacé de régler seul la question du nucléaire nord-coréen si la Chine ne ramenait pas Pyongyang à la raison. Le risque d'escalade est tangible, d'autant que la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon se serrent de plus en plus les coudes. Aujourd'hui, le président sud-coréen par intérim a supervisé des exercices des forces spéciales en vue d'une nouvelle provocation de la Corée du Nord. Ce qui a changé par rapport à avant, c'est que la Corée du Nord se considère aujourd'hui comme une puissance nucléaire. Elle a d'ailleurs inscrit ce statut dans sa constitution en 2012. Et cela représente aujourd'hui le principal héritage politique de Kim Jong-il. Ce que la communauté internationale redoute, c'est que Pyongyang montre les muscles et procède à un 6e essai nucléaire ce week-end, à l'occasion de l'anniversaire du fondateur de la Corée du Nord. Car sans négociation directe avec les États-Unis, pas question pour Pyongyang de stopper son programme nucléaire, quelles que soient les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. 10 jours après l'attaque chimique présumée de Khan Cheikhoun qui a suscité l'indignation, Bachar el-Assad sort de son silence. Dans une interview donnée à l'AFP, le président syrien nie avoir utilisé un tel arsenal et en appelle à une enquête impartiale. Justement, la volte-face du président américain sur la Syrie avait pour le moins surpris la communauté internationale. Aujourd'hui, Donald Trump change également son fusil d'épaule concernant l'OTAN. Face au secrétaire général de l'organisation, il a estimé que l'alliance n'est finalement plus si obsolète. Les explications d'Andreas Jörger. L'Amérique d'abord, c'était son leitmotiv pendant la campagne et ses partenaires de l'Alliance Atlantique redoutaient un nouvel isolationnisme américain. Mais surprise, Donald Trump a retourné sa veste hier lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. L'Alliance se part désormais de toutes les vertus. J'ai dit qu'elle était obsolète, mais elle n'est plus obsolète. Nous devons travailler ensemble pour résoudre le désastre qui se déroule actuellement en Syrie. Donald Trump accusait l'OTAN de ne pas en faire assez pour combattre le terrorisme. Il semble avoir changé d'avis. Le président américain l'a remercié pour son soutien lors des frappes américaines sur la base aérienne syrienne d'Al-Sharat. Mais cette riposte à l'attaque chimique menée par l'armée syrienne pèse sur les relations avec Moscou. Or, durant sa campagne, Donald Trump affichait encore une réelle sympathie pour Vladimir Poutine. 6 mois plus tard, tout changeait lors de la rencontre des ministres des Affaires étrangères à Moscou. Les relations américano-russes sont actuellement au plus bas. Le niveau de confiance entre nos deux pays est faible. Les deux premières puissances nucléaires du monde ne peuvent pas entretenir ce genre de relations. Mais alors que son secrétaire d'État rentrait tout juste de Moscou, Trump vient de retourner une nouvelle fois sa veste. Sur son compte Twitter, il s'est dit convaincu que les choses allaient s'arranger avec Moscou. La suite au prochain numéro.
Au Brésil, nouveau rebondissement dans le scandale de corruption Petrobras au sommet de l'État. Une enquête est ouverte contre 9 ministres et plus de 70 parlementaires. La Cour suprême a donné son feu vert. Une décision qui fragilise le président Michel Temer et son gouvernement déjà éclaboussé par le passé par des affaires de pots de vin. Marina Mekawi. C'est une lame de fond d'une extrême puissance qui s'abat sur le président brésilien, le conservateur Michel Temer. L'homme qui, il y a un an, a précipité la chute de l'ex-président Dilma Rousseff se retrouve avec un tiers de son gouvernement impliqué dans un scandale politico-financier tentaculaire. Pris dans l'étau de l'affaire de corruption Petrobras, le président s'accroche à son cap. Nous ne pouvons pas nous permettre de paralyser le gouvernement. Nous devons maintenir la continuité des activités législatives et judiciaires. Mardi, le tribunal suprême fédéral, la plus haute juridiction du Brésil, a ouvert 83 nouvelles enquêtes dans le cadre de l'affaire Petrobras. La compagnie pétrolière aurait accordé des marchés surfacturés aux géants du BTP Odebrecht. En contrepartie, des commissions auraient été versées pour alimenter les caisses noires de partis politiques ou à des élus influents. Quelques 2 milliards de dollars auraient été ainsi détournés. 9 ministres sont visés, ainsi que 42 députés et 29 sénateurs. L'une des personnalités les plus influentes est Élise Padilla, chef de la maison civile, fonction qui correspond quasi à celle de Premier ministre. Ce sont les confessions de 77 ex-cadres du géant du bâtiment de travaux publics Odebrecht qui ont livré les détails des pratiques de corruption à la justice en échange d'allègements de peine. La compagnie Odebrecht ne fait pas que trembler la classe politique brésilienne. Plusieurs autres pays d'Amérique latine seraient concernés. De l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, le principal suspect de l'attentat contre les footballeurs du Borussia Dortmund vient d'être mis hors de cause. 48 heures après les faits, les enquêteurs n'ont trouvé aucun élément permettant de prouver la participation de cet homme à cette attaque. Toutefois, le parquet l'a placé en détention pour appartenance au groupe État islamique. La police n'exclut aucune piste. 2 autres suspects proches des mouvements d'extrême gauche et d'extrême droite sont activement recherchés. Nous sommes à 10 jours du premier tour de la présidentielle. Comme chaque soir depuis le début de la semaine, nous vous proposons une plongée dans différents milieux sociaux représentatifs de notre société à travers le portrait d'un jeune électeur. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux jeunes des grandes métropoles. Comment pensent-ils la politique? Quelles thématiques les sensibilisent? Élément de réponse avec le sociologue Michel Vieviorka. Vous avez dans ces grandes métropoles une jeunesse qui est souvent ouverte au monde, plus largement, éduquée, qui a le souci d'innover, de créer culturellement. Ce sont des gens qui sont très dans les réseaux sociaux, le numérique, mais ce sont aussi des gens qui aiment se voir physiquement, concrètement. Les attentats du 13 novembre 2015, le Bataclan, les restaurants de cette partie de Paris, c'était cette jeunesse en partie. Eux veulent construire un autre monde, entrer dans un autre monde et qui ont une image beaucoup plus ouverte de l'avenir. C'est une jeunesse qui n'est pas dans la protestation, beaucoup moins, mais plutôt dans la construction. En tout cas, il y a l'appel à d'autres façons de faire de la politique, comme il y a de l'appel à d'autres façons de vivre, d'autres façons de travailler. Elle pourra aller du côté de Mélenchon, parce que Mélenchon sait utiliser Internet, sait utiliser les réseaux sociaux, mais en même temps, elle s'en méfiera parce que ce qu'il dit sur l'Europe, c'est quand même un discours de fermeture. Beaucoup seront pour Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, c'est justement une certaine ouverture culturelle et la liberté économique. Et puis, cette jeunesse, elle est très sensible à l'écologie. Et donc, le rapprochement Yannick Jadot, Benoît Hamon et les thématiques, la transition énergétique, etc., ça peut sensibiliser cette jeunesse à Hamon. Ça se joue entre ces 3 candidats et il y a de l'intérêt pour ces 3 candidats. Et pour mieux comprendre les attentes de cette jeunesse urbaine qu'on surnomme souvent les bobos, nos équipes se sont rendues à Paris et Radfeist a rencontré une jeune Parisienne qui travaille dans une start-up. Je m'appelle Lisa Ponce, j'ai 26 ans, j'habite à Paris et je suis associée dans une start-up. À côté de la place de Clichy, c'est ici que vit Lisa, originaire de Grasse. Elle est à Paris depuis 4 ans. Hop, faut que je trouve encore de la place là-haut. J'habite dans 16 mètres carrés.
plus le balcon, qui fait 3 mètres carrés. Donc j'aime bien me dire que je vis dans 18 mètres carrés, mais en vérité, c'est 16 mètres carrés. 600 € de loyer par mois, Lisa ne peut pas payer plus. Direction le centre de Paris où elle travaille chaque jour. Avec tous les ralentissements et tout le monde qu'il y a chaque jour, ça atteint facilement 40 minutes. Lisa vient travailler chez Numa, un espace de coworking où les jeunes créateurs de start-up peuvent disposer d'un bureau gratuitement. Hello, ça va? Ouais. Lisa s'est associée il y a 8 mois à Nicolas, 24 ans. Tu as des tweets à me proposer? Ils ont lancé l'application Orbout qui propose des idées de sorties culturelles et festives. On donne la possibilité de démocratiser la culture. Comme sur le modèle de Instagram ou Wikipédia, le contenu est vraiment créé par des professionnels comme par des particuliers et il est rendu accessible à tous. Donc moi, ce qui m'importait beaucoup, c'était de donner du sens à ce que je faisais. À la fin de mes études, voilà, on m'a proposé des postes qui ne m'intéressaient pas forcément. À 24, 25 ou 26 ans, si on doit faire quelque chose, c'est maintenant. On ne prendra pas les risques quand on aura une famille ou quand on sera avec plusieurs prêts sur le dos. Concrètement, on ne se paye pas pour le moment. Elle vit de ses économies, du soutien de ses parents, de petits boulots, comme beaucoup de jeunes créateurs de start-up qui partagent ici leurs expériences. Lisa part rencontrer un partenaire de son application, une galerie de street art. Salut Émilie, ça va? On se rend compte vite qu'on vit un peu dans un microcosme. On va avoir plus de similitudes avec des urbains entrepreneurs jeunes à Berlin que dans notre propre pays, de ressemblance avec un jeune agriculteur. Oui. C'est complètement le rôle des politiques de pouvoir ouvrir les frontières sociales entre les gens. 20h, Lisa retrouve une amie dans un bar. Elle ira voter à la présidentielle. On comprend que ce sera à gauche, mais elle ne sait pas encore pour quel candidat. On peut se retrouver, beaucoup de jeunes Français dans cette situation, d'avoir des vraies valeurs politiques et finalement de ne pas savoir vers qui se tourner. Et donc d'être extrêmement frustré. Cette génération, je pense qu'elle rêve de rêver, déjà, pour commencer. Et rêver, pour beaucoup de Français, c'est peut-être simplement conserver son habitation malgré les menaces d'expulsion. Pour parer à cette fatalité, une start-up de Montpellier propose à des investisseurs de venir en aide à des propriétaires en situation de surendettement. On appelle ça l'investissement solidaire et tout le monde y gagne. Un phénomène qui attire de plus en plus d'investisseurs. C'est un reportage signé Richard Bonnet. Là, c'est séjour. Là, c'est toute la famille, que les petits-enfants et arrière-petits-enfants. Madame Désir est contente de continuer à vivre dans sa maison à Charleville-Mézières. L'année dernière, au même moment, elle était menacée d'expulsion. C'est pour aider sa fille qui a perdu son mari et voler au secours de sa deuxième fille en plein divorce que ce couple de retraités s'est lourdement endetté. Quand vous en arrivez là, c'est ça, vous faites un trou, vous en faites un autre pour le boucher, vous en faites 4 et puis ça devient ingérable. Un revolving par-ci, un revolving par-là, et puis après, c'est arrivé qu'on était étouffés. Seule la maison estimée à 140 000 € pouvait effacer leur dette qui dépassait alors 60 000 €. Après plusieurs nuits blanches, Madame Désir trouve sur Internet des investisseurs intéressés par ce type de bien qui pour autant n'expulsent pas les propriétaires défaillants. C'est le seul recours qu'on a eu, que j'ai téléphoné là. Là, c'est une société de portage immobilier, une start-up installée à Montpellier, une plateforme qui met en relation investisseurs et propriétaires endettés. Les premiers acquièrent le bien au second et leur laissent 5 ans pour le racheter. En attendant, l'ancien propriétaire devient locataire de sa maison. On est vraiment à la croisée des chemins entre des propriétaires en difficulté financière qui n'ont d'autre solution de faire face à la saisie immobilière et d'autre part des gens qui veulent investir dans l'immobilier tout en ayant peur d'investir dans du locatif. Et ça aboutit à une opération de portage qui est satisfaisante pour les deux parties. Dans la transaction, la start-up se rémunère sur la vente du bien comme une agence immobilière. L'investisseur tire lui son bénéfice du loyer de l'ancien propriétaire. Le rendement est alléchant, 6,5%, ce qui a décidé cet investisseur versaillais à y investir ses économies. Tout le monde doit y trouver son compte, c'est vraiment une association. Moi, j'aurais même été intéressé à aider les gens pourvu que ça me coûte pas trop, mais là, ça me rapporte, mais c'est encore mieux. Même s'ils perdent provisoirement leurs biens dans la transaction, les propriétaires endettés évitent une expulsion traumatisante tout en gagnant un peu de répit. On peut rester pendant 4 ans, 5 ans, maxi, on peut rester dans nos meubles, on peut rester dans notre environnement. Ça nous donne du temps pour envisager l'avenir, quoi.
L'intérêt de ce type d'investissement qu'on dit solidaire, c'est de court-circuiter banques, avocats et huissiers qui, eux, prennent généralement moins de gants sur les dossiers d'endettement. Et on ouvre la page culture de ce journal avec la sélection officielle du Festival de Cannes, dévoilée à 11h ce matin. 18 films en compétition pour décrocher la fameuse Palme d'Or, avec notamment Happy End de l'Autrichien Michael Haneke, un habitué du festival, Les Proies de l'Américaine Sofia Coppola, habituée elle aussi, ou encore L'Amant double de François Ozon. Une nouveauté pour cette 70e édition, les séries Twin Peaks de David Lynch et Top of the Lake de Jane Campion seront présentées en séance spéciale. Les précisions d'Alexander Volkers. Le tapis rouge sera à nouveau déroulé dans un bon mois à l'occasion du plus grand festival de films du monde. Thierry Frémaux a dévoilé aujourd'hui les films en compétition. Pour la 70e édition du Festival de Cannes, le film français est à l'honneur, avec de grandes pointures comme François Ozon et Jacques Doyon. Le réalisateur de 73 ans brosse un portrait de Rodin, décédé il y a tout juste un siècle. La hiérarchie des matériaux, c'est l'or. Puis le bronze, la pierre, le bois et enfin la terre. Jacques Doyon n'est plus venu en compétition depuis des années. Il était venu avec un petit film au certain regard. Il n'était pas exposé de la façon dont il le sera cette année avec ce Rodin. Le cinéma germanophone, lui, est présent avec 2 films. Dans le noir, Fatih Akim nous parle d'un homme qui glisse dans le milieu de l'extrême gauche et projette un attentat. Après Amour, Michael Haneke est également de retour avec un film sur les migrants de Calais. Le film de Michael Haneke est un film dont le titre pourrait donner le sentiment, quand on connaît l'œuvre d'Haneke, qu'il ne correspond pas tout à fait au contenu de l'histoire, puisque ça s'appelle Happy End. Parmi les 18 réalisateurs en lice pour la Palme d'Or figurent 3 femmes, dont Sofia Coppola. Son film, Les Proies, se déroule pendant la guerre de sécession en Amérique. L'histoire d'un soldat nordiste recueilli dans un pensionnat de jeunes filles. Pendant ce temps, à Paris, la Philharmonie prend le public à contre-pied et ouvre grand ses portes à la Jamaïque et son reggae. Si l'espace célèbre plus volontiers la musique symphonique, l'exposition Jamaïca a su séduire le public et la critique. L'occasion de découvrir l'histoire de ce courant musical né dans les années 50 et qui a su gagner toute la planète. Une exposition qui regorge de trésors, des films, des photos et évidemment tout un espace consacré à Bob Marley. Visite guidée avec Thomas Ferrer. Jamaïca, ou une mise au point sur les origines d'un mouvement musical et notamment sur quelques figures méconnues. Sister Ignatius, une bonne sœur mélomane, fut directrice d'école à Kingston à la fin des années 60 et à l'origine de la formation des mythiques Skatalites. Une question intéressante, c'est la présence des femmes dans la musique jamaïcaine, qui sont souvent dans l'ombre, mais qui sont souvent à l'origine d'énormément de choses. Là, notamment sur l'Alpha Boy School, c'est cette directrice qui fait que les 4 futurs membres des Skatalites se rencontrent. Un autre cas assez intéressant, c'est que Studio One, qui est le label de référence de la musique jamaïcaine, qui est un peu l'équivalent de la Motown aux États-Unis, la première personne à opérer, c'est la mère de Coxsone Dodd. C'est peut-être une des premières sélectors de la musique jamaïcaine. Recréé dans l'exposition, ces studios étaient dotés d'un matériel rudimentaire. La pauvreté d'un pays marqué par son passé colonial se ressent jusque dans les sons du ghetto. Dès le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on a des musiques qui sont faites pour être autre chose que de la musique, qui sont faites pour résister. Le fait que la Jamaïque soit un pays très violent à cause du système politique assez corrompu qui est en place depuis les années 60, 70, 80, tout ça, ça perdure aujourd'hui, ça s'entend dans la musique, mais ça s'est toujours entendu. Même son de cloche pour Danny Coxon, peintre de rue, qui a représenté les plus grands musiciens de reggae. C'est une île magnifique, mais oui, c'est dur, à cause du système. Il y a trop de pauvreté. Et c'est pour ça que le gouvernement doit faire quelque chose pour le peuple. Il s'en fiche dans un sens. Et ça crée des tensions sur place. Un peuple toujours démuni malgré le succès actuel de la musique dancehall, qui a pris le relais de Bob Marley dans les plus hautes places des charts. Tous les grands noms, Rihanna, Drake, tout le monde fait un petit peu sa version du dancehall jamaïcain parce que c'est le truc cool et à la mode. On a toutes ces musiques-là, toutes ces pop stars aujourd'hui qui existent, mais regardez d'où vient une énorme partie de ce qu'elles font. Un savoir-faire made in Jamaica, bien loin de s'éteindre.
Voilà, et notez que les 21 et 22 avril prochains auront lieu autour de l'exposition des concerts, des conférences et des projections, en présence notamment des figures emblématiques du mouvement, Lee Scratch Perry et Winston McAnuff. Sur ce, c'est la fin de ce journal. Au programme ce soir, suite et fin de votre série Berlin 56. 3 épisodes à suivre à partir de 20h55. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain, même heure, bis morgen. Tchuss.